Pierre-Génie, je suis marié avec Christelle depuis 30 ans pile. Nous avons deux enfants, Paul qui a 20 ans et puis Faustine qui a 16 ans, qui a une petite particularité, c'est qu'elle est porteuse de trisomie. Et Faustine, on l'a adoptée quand elle avait 10 mois. Je suis ingénieur de formation, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'automobile. Le fil rouge a toujours été l'amélioration continue. Actuellement, je suis responsable d'une business unit au sein d'un grand constructeur franco-suédois. Donc une usine qui est située en Normandie, à peu près 2200 personnes. On produit des cabines de camions et des camions. Pour moi, il y a deux façons de manager. Je suis chef et je dis à ceux dont je suis responsable ce qu'ils ont à faire. C'est une façon. Et généralement, comme c'est très directif, c'est assez pauvre comme contenu, puisque en tant que chef, je peux pas avoir la vue sur tout le monde, y compris dans le détail. Et donc, la motivation, elle vient plus je vais gagner mon salaire. Et la deuxième façon, qui est plus d'associer les gens dans ce qu'ils font, c'est un management qui prend plus en compte la personne humaine à qui on s'adresse, sa dignité aussi. Ça remet d'une certaine manière une relation d'homme à homme, chacun ayant son rôle. Un qui a un rôle de faire et puis l'autre qui est d'aider à faire. Donc c'est les deux modes de management que je vois. Par expérience, il y en a un qui est plutôt été noir et il y en a un qui est au contraire exponentiel dans l'énergie qu'il déploie. Un exemple tout simple, récent, deux secteurs de production, un qui utilise les composants préparés par l'autre, mais sachant que celui qui utilise les composants est celui aussi qui donne le composant brut, l'autre le transforme, et puis lui redonne. Et en gros, il y avait bisbille permanente, le client final se plaignant d'avoir fréquemment des ruptures d'approvisionnement, et le fournisseur se plaignant d'avoir constamment des changements de priorité et ne sachant pas comment s'y retrouver. Et là, c'est typique du fait de gens qui juste ne se sont pas parlé sur les attentes réciproques et les devoirs réciproques. Il y en a un qui est allé voir l'autre et il a passé 2 jours avec son fournisseur. Et au bout de 2 jours, il a réalisé combien lui, en tant que client, mais aussi en tant que fournisseur, avait finalement une influence sur le fait que son fournisseur allait lui fournir une prestation satisfaisante. Et au bout de ces 2 jours, ils ont commencé à mettre des choses en place, très simples en fait, mais juste de se comprendre, de s'entendre. Et ils m'ont montré un indicateur dans les manquants, en fait. Ils ont divisé par 10 le nombre de manquants. Et quand ils me l'ont présenté, c'était pas fini. Et justement, le fait de commencer à discuter et d'avoir des initiatives, ça en générait d'autres. Et ça, c'est des choses, aucun technicien n'est intervenu, aucun ingénieur n'est intervenu, juste les gars du terrain qui font avancer la machine au jour le jour. Et c'est ça, pour moi, la vraie amélioration continue. C'est ça qui fait qu'une organisation performe ou pas, c'est si chaque élément de cette organisation, c'est exactement quelle est sa mission, quels sont les tenants et les aboutissants à côté, quels sont les gens qui m'entourent, de quoi ils ont besoin, de quoi j'ai besoin, on discute et on avance ensemble, et non pas je suis un petit individu, je pose mon cerveau le matin quand j'arrive, on m'a donné une tâche, je la respecte de A à Z, sachant qu'en fait c'est impossible d'écrire une tâche de A à Z, donc il manque toujours des choses, mais chacun fait son métier, sa mission, et à la fin ça marche pas, et on se demande toujours pourquoi. Voilà. Et au contraire, quand les gens font tomber les barrières qui sont entre eux. Derrière, on retrouve de l'estime réciproque et ça permet d'avancer. Et ça, c'est important, du coup, de faire grandir chacun des collaborateurs, à commencer par les ouvriers. Souvent, on pense que c'est plus simple de codifier les tâches d'un ouvrier. Les ouvriers sont là pour obéir. C'est pas vrai. Les ouvriers, ils sont là pour contribuer aux produits qu'on fabrique. C'est eux qui apportent la vraie valeur ajoutée, hein, puisque aujourd'hui, nos clients nous payent pour avoir un camion à la sortie. Donc, la base, c'est les ouvriers. Toute l'organisation est là pour soutenir ceux qui produisent, les opérateurs. On est beaucoup dans la subsidiarité, hein, dans ces cas-là. C'est-à-dire, la subsidiarité, c'est je ne prends pas les décisions qui peuvent être prises un cran en dessous, si je reste dans la pyramide hiérarchique traditionnelle. Moi, je ne délègue pas au cran au-dessus les décisions que je peux et que je dois prendre. Et la troisième règle qu'on pourrait donner, c'est que moi, en tant que responsable, je me dois d'aider mon collaborateur si je le vois peiner ou avoir besoin de soutien pour remplir
sa mission. Voilà. Donc, c'est ça la subsidiarité. Globalement, quand on regarde, prendre des responsabilités, avoir de l'initiative, ça plaît. La grande majorité des gens ont envie de ça. Par contre, vu comment on a fonctionné pendant des années, des décennies, voire des siècles parfois, cette notion du pouvoir descendant, les gens ne se sentent pas autorisés à prendre des initiatives. Ils ont parfois des très mauvaises expériences où j'ai pris des initiatives, j'ai ouvert mon bec et puis je me suis fait taper dessus. Donc la prochaine fois, je la ferme, même si je sais très bien ce qu'il y a à faire, mais on m'a pris pour un idiot la dernière fois, donc à ce coup-ci, je ne dis rien. Voilà. Et c'est toute cette capacité-là qu'on perd quand on a un management qui ne tient pas en compte du fait qu'on a des êtres humains en face de nous. Et en plus de ça, souvent, on ne donne pas de vision, on n'explique pas aux gens où on veut aller. Donc, bah, les gens, même s'ils veulent contribuer, ils sont obligés de deviner. Donc, chacun devine à son niveau. Ce qui fait qu'au lieu que tout ça, ça s'ajoute, bah, ça va un peu dans tous les sens. Et parfois, bah, il y en a qui font des choses qui vont même annuler ce que font d'autres. Donc, on est dans le pur gâchis. En fait, quand on voit dans toutes nos démarches d'optimisation, d'amélioration, on a travaillé dans les silos. Mais finalement, c'est presque la partie la plus facile. Parce qu'on se connaît entre nous, on sait ce qu'on a à faire, à peu près, et on le définit. Mais entre soi. Et là, aujourd'hui, si je veux parler froid, la productivité, elle est dans comment, entre silos, en fait, on collabore, ou je dirais même, on fait disparaître les silos pour avoir vraiment une collaboration fluide entre les différents métiers. Pour arriver à ça, bon, il y a trois choses. Les outils, mais si on fait que ça, et c'est pour ça que les gens faillissent, ça ne marche pas. Il faut mettre des organisations qui aident les gens à prendre des responsabilités, à prendre de l'autonomie, donc ces fameuses équipes autonomes. L'autonomie, c'est j'ai tous les moyens pour gérer mon affaire. Et les moyens, ça passe par les supports. Donc nos équipes autonomes sont centrées sur leur métier, mais il y a des partenaires qui sont extérieurs à ces équipes, ou plutôt qui constituent l'équipe élargie pour apporter tous les métiers nécessaires à ce que mon quotidien, je sois capable de le gérer, de résoudre des problèmes et en plus de faire demain mieux qu'aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qui est la plus délicate à travailler, c'est les principes, avoir des principes communs. Si on ne prend pas le temps d'aligner ces principes, on n'aboutit nulle part. Et ces principes, c'est que du bon sens. Généralement, il n'y en a pas plus que cinq. Ça commence par ce qu'on appelle le dialogue de vérité. L'image, c'est le caillou. Caillou dans la chaussure. Quand vous avez un caillou dans votre chaussure, vous pouvez continuer à marcher. Ça fait un peu mal, mais on peut continuer à marcher. Et on peut choisir de continuer à marcher. Sauf que bah, du coup, on va marcher un peu moins vite. Voilà. Puis, il y a des chances qu'il y ait de plus en plus de cailloux. Et quand même, à la fin, chaque pas, c'est une souffrance. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est quand vous avez un caillou avec un autre, votre devoir, c'est de vous arrêter, on vide la chaussure et on repart. Donc, pour vider ce caillou, on donne des règles, parce que ce dialogue de vérité, c'est pas juste je te crache ma vérité. Derrière, moi, je suis soulagé, le fardeau, il a changé d'épaule, mais le but, c'est pas de changer le fardeau d'épaule, le but, c'est de vraiment sortir par le haut de cette situation. Donc, en gros, bah, il y a ces fameux litanies de Socrate. Est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est basé sur des faits? Et souvent, c'est basé sur des interprétations. Il n'y a rien de pire que l'interprétation. Donc, est-ce que c'est basé sur des faits? Est-ce que c'est utile à dire? Et la troisième chose, c'est est-ce que c'est... Alors, bon, je vais utiliser un mot là aussi qui est un peu galvaudé aujourd'hui. Est-ce que c'est bienveillant ou en tout cas, est-ce que c'est pour construire? Est-ce que ça va permettre justement de résoudre le problème, de contribuer à la solution? Ou est-ce qu'au contraire, je vais dire quelque chose, mais une fois que c'est dit, ben, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. Voilà. Donc ce tamis-là, alors c'est comment je vais parler, mais il y a aussi la contrepartie, c'est comment je vais écouter. Quand quelqu'un vient me confier un de ses cailloux, pour bien écouter, il faut que je sois capable d'empathie, c'est-à-dire quand il vient m'en parler, c'est que c'est un problème pour lui. Et même si je considère que c'est pas un problème, que c'est mineur, ben non, il faut que je comprenne, que je me mette un peu à sa place. Il faut aussi que je sois humble, parce que du coup, c'est grâce à ça que je vais considérer mon interlocuteur comme digne d'être écouté. Et puis, bah, faut savoir écouter ce qu'il y a aussi derrière les mots. Voilà. Donc, avec cette petite recette-là, les gens doivent être capables de se parler et de déminer le terrain.
Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, qui est le principe d'action, c'est ne pas déconnecter la responsabilité du pouvoir de décision. Alors l'image, le clou et le marteau. La responsabilité, c'est le clou. Le marteau, c'est la décision. Et la plupart du temps, je le fais en démonstration. En vérité, je prends un tout petit clou et je le donne à quelqu'un. Et puis, je lui dis, bah, il faut enfoncer ce clou. Et de quoi tu as besoin? D'un marteau. Et je donne le marteau, un gros marteau, à un autre. Et je lui dis, vas-y, enfonce le clou. Et là, généralement, celui qui a le clou commence à blanchir en ayant une grosse crainte pour ses doigts. Alors, c'est pas évident à tout le monde. N'empêche que dans la vraie vie, on est souvent à prendre des décisions, mais c'est pas nous-mêmes qui allons supporter les conséquences de cette décision. Donc, un, j'ai pas la garantie que c'est la meilleure décision qui soit. Deux, j'ai pas la garantie que la décision va être bien appliquée. Ce qu'on voit, c'est quand on donne le clou et le marteau à la même personne, mais généralement, le clou il est planté plus vite et mieux planté, il n'est pas tordu, et il n'y a personne de blessé au passage. Voilà. Donc ça, c'est le principe de subsidiarité ou de responsabilité. Troisième principe, principe de sens. Donc, pourquoi je fais quelque chose? Et en gros, je fais quelque chose pour servir mon client en vue du bien commun. Chaque mot est important, servir. Le service, c'est la motivation la plus noble qu'on puisse avoir. Quand je viens juste pour gagner mon salaire, c'est la motivation qu'on a tous, hein, mais c'est pas suffisant. Et inversement, le service, on voit tous des gens qui sont très dévoués dans des associations. La plupart du temps, ils ont zéro argent à gagner. N'empêche que ils se donnent corps et âme, souvent, à ces associations. Et donc, l'outil, après, ça va être, on appelle ça des accords de coopération. C'est connaître mon client, qui est-il, de quoi il a besoin, et me faire connaître de mon client aussi, de quoi j'ai besoin pour bien servir. Donc ça, c'est le principe de sens. Alors, en vue du bien commun, c'est le client, c'est un mot qui est très galvaudé. On a eu le temps client roi. Une fois qu'on a compris que le client, finalement, lui aussi, des devoirs, et que bah, si on parle d'humilité, c'est pas parce que je suis client que j'ai du pouvoir sur toi, je suis pas plus fort que toi. Simplement, bah, j'ai une mission qui dépend de toi. Et cette mission, normalement, si on la fait tous en vue du bien commun, clients, fournisseurs, on doit tous être d'accord sur ce qu'on a à faire. Quatrième principe, grandir, travailler sur les qualités humaines. C'est très intéressant quand je suis face à mes équipes, quand je leur dis qu'est-ce que vous attendez de vos collègues. Il y a une liste longue comme ça de qualités humaines. Transparence, honnêteté, ouverture, écoute, enfin, il y a des listes à n'en plus finir. Et je leur dis, mais attendez, et la colonne compétences techniques? Ah oui, 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 c'est tellement évident pour tout le monde que personne ne le cite. Et par contre, tout ce qu'ils citent, là, ces qualités humaines, ils les citent parce que c'est souvent ce qui manque le plus dans nos échanges du quotidien. Donc, je leur dis, vous voyez, prenez conscience que ça, c'est vos attentes vis-à-vis de vos collègues, mais vos collègues ont les mêmes attentes. Donc, il va falloir vous aligner et travailler ensemble. Et l'outil, là, c'est le feedback. Faire un retour sur comment ça s'est passé. Alors, souvent, on a un peu la notion de feedback de voilà ce qui pourrait s'améliorer, mais on peut, et il faut le faire aussi sur voilà, ça c'était super. En fait, pourquoi ça fait grandir? Parce que ça permet à chacun de se voir comme il est perçu et non pas comme je me perçois. Les autres, en fait, me font un cadeau en me faisant ce feedback. Ça m'aide, moi, à savoir quels sont mes points forts, quels sont mes points d'amélioration. Chacun va faire profiter les autres de ses points forts. Et puis, ben, mes points de faiblesse vont être compensés par d'autres. Ça, c'est le quatrième principe. Le dernier principe qui est plus à destination des managers, c'est le rôle du manager. Ça, il y a un exercice tout simple. Combien de chefs avez-vous eu dans votre carrière? Sortez un nombre. Combien de bons chefs avez-vous eu? Alors là, la liste diminue. Souvent, c'est à peu près 1/3. Et du coup, pourquoi vous dites que ces personnes-là étaient des bons chefs? À chaque fois, ce qui ressort, c'est toujours la même chose. C'est des chefs qui m'ont fait grandir. C'est des chefs avec lesquels j'ai fait des choses, je ne me croyais même pas capable de le faire. Voilà. Donc, je retourne la chose au manager, je leur dis, bah, voyez, vous attendez ça, et tout le monde attend ça du chef. Vous qui êtes chef, soyez comme ça. Alors, souvent, c'est un choc, parce que bah, c'est pas comme ça qu'on leur a demandé d'être. On leur a demandé d'être celui qui savait tout, celui qui décidait tout, celui qui avait réponse à tout. Quand le surchef venait en disant, dis donc, ça merde là, qu'est-ce que tu vas faire? Il fallait avoir la réponse. Si tu n'avais pas la réponse, bim, tu étais traité d'incompétent.
Ben non, c'est pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est un chef qui est capable de partager justement toutes ses missions avec son équipe, faire en sorte qu'à la fin, tout soit pris en compte, mais pas forcément que par lui, et ensemble, et non pas que l'individu. Voilà. Et ça, j'en parle même avec les équipes pour leur dire, voilà comment on choisit nos chefs, voilà ce qu'on attend de nos chefs. Parce que, on revient au point de départ, dialogue de vérité, on peut faire ça entre pairs, mais on peut aussi faire ça avec son manager. Et une fois que je partage ces histoires-là avec l'ensemble du personnel, j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent, Pierre, j'ai un caillou. Donc, boum, le code est activé. Ils savent que s'ils parlent caillou, ben moi, je vais me mettre dans une position d'écoute. Moi, je sais que ils vont parler d'une manière qui va être constructive. Et c'est toujours beaucoup plus facile de parler comme ça des choses qui vont pas, plutôt que de dire, ouais, je suis pas content, ou alors au contraire, enfin, encore pire, de ne rien dire. Ça, il faut pas que ce soit le truc de Pierre, parce que si c'est que lié à moi, c'est un des gros points pour moi. J'ai finalement pas mal tourné par rapport à mon parcours professionnel. Et à chaque fois, j'avais ce point dur de me dire, ils ont fait avec moi, j'ai fait avec eux. Maintenant que je m'en vais, qu'est-ce que ça va devenir? Un, c'est pas mon affaire. Je peux pas porter la responsabilité de la terre entière. Et puis après, parce que ça devient, bah, c'est les successeurs qui le prennent. Deux, à chaque fois, mon message, c'est, bah, si vous avez apprécié, faites de même. Et de toute façon, j'ai toujours eu plusieurs centaines de personnes avec moi. Je suis pas derrière chacun. Donc en fait, les gens se prennent en main. Et derrière, on y va tout seul. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai une organisation qui a pas mal de couches managériales. Et mon premier souci dès le départ, ça a été d'impliquer en fait le plus de monde possible dans cette démarche, de manière à ce que chacun vive toutes ces étapes-là, prenne confiance, parce que l'aisance que j'ai aujourd'hui à partager ça, les premières fois que je l'ai fait, j'étais très scolaire dans la méthode. Et là, ben, il y a un moment, à force de pratiquer, c'est quelque chose qu'on vit. Et en fait, quand c'est vécu, c'est ce qui est le plus impactant, ce qu'on incarne, et derrière, ça entraîne. Un dernier message, c'est d'aimer ceux qui nous entourent. Aimer quelqu'un, ça veut dire vouloir son bien. Ça veut dire aussi le connaître. Ça veut dire apprécier ce qu'il est. Ça veut dire être capable aussi de voir au-delà des défauts. Et je pense que quand on aime quelqu'un, ce quelqu'un le ressent. Et derrière, ça permet de débloquer énormément de choses, de faire tomber les cuirasses, les armures, et que chacun donne le meilleur de soi. Et à la fin, on est épaté des fruits que ça produit.